Est-ce que ça fonctionne? Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt, excusez-moi. Merci d'être venus, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Bienvenue à ce bar des sciences autour de la thématique la surveillance des grands ouvrages. Alors, en quelques mots, la thématique, nous allons voir ensemble la surveillance de la santé structurelle de nos infrastructures sensibles, qu'il s'agisse de grands ponts, de barrages, de grands bâtiments ou d'infrastructures légèrement plus petites. Ces équipements sont au cœur de notre société, mais aussi au centre de certains défis du XXIe siècle. À travers d'exemples concrets donnés par nos trois intervenants, nous allons voir comment certaines technologies peuvent révolutionner cette surveillance et comment nous allons protéger ces infrastructures. Alors, ce bar des sciences a été initié et en collaboration avec l'association IESF. Je te laisse la parole, Sylvie. 2 minutes. Bonjour, donc je suis Sylvie Vergès. Je suis présidente de IESF pour la Bourgogne-Franche-Comté depuis 4 ans. Donc IESF, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, c'est l'acronyme qui signifie Ingénieurs et Scientifiques de France. C'est une association nationale qui regroupe les ingénieurs, à peu près 1 200 000 ingénieurs et 200 000 scientifiques en France, en rassemblant en fait les associations d'anciens élèves des écoles. Au niveau des régions, on fait essentiellement 2 activités, principalement la promotion des métiers d'ingénieurs et scientifiques auprès des jeunes, dans les collèges, les lycées, les salons d'orientation. Et on a également une mission de diffusion de la science dans le grand public. C'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on organise tous les ans une conférence scientifique annuelle grand public à la CCI à Belfort. Voilà. Ok, parfait. Avant de présenter les bars des sciences et le pavillon des sciences, on tenait à remercier la CCI qui nous accueille ici pour cette conférence. Cet événement s'inscrit aussi dans le festival de la transition environnementale, écologique et numérique. Est-ce que tu veux donner quelques mots dessus? Oui, depuis 3 ans maintenant, tous les ans, entre novembre et début décembre, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a ce qu'on appelle le festival de la transition écologique et numérique, dans lequel s'inscrivent tout un tas d'activités, d'événements. Il y a 2 types d'événements. Il y a les événements qui sont plus à destination des jeunes, pour les inciter au domaine de la science. Et puis il y a des manifestations qui s'adressent au grand public, dont notre conférence ce soir. Voilà. Merci. Alors, cet événement est en lien avec le Pavillon des Sciences et porté en partie par le Pavillon des Sciences, qui est le centre de culture scientifique et technique de Bourgogne-Franche-Comté. On a à la fois plein de projets pour vulgariser et rendre accessible la science à tous les publics, que ce soit par des expositions, des animations dans les écoles, collèges et lycées, mais aussi le fameux bar des sciences auquel vous assistez, qui sont des rendez-vous réguliers, 1 fois par mois, pour parler de la science en train de se faire, qui a été initié il y a plus de 20 ans par Pascal Raymond, présent ici au fond de la salle, qu'on peut tous remercier. Cette aventure continue avec moi, Marie Carébel, qui reprend les rênes et j'espère vous proposer du contenu de qualité. Alors, pour introduire la séance, nous avons donc 3 intervenants. Nous avons Hervé Lançon, qui est ingénieur INSA à Strasbourg et aussi président de la société CIT ou CITES. CIT, voilà. Merci. Nous avons aussi Malik Leban, qui est ingénieur polytechnicien et président de l'association des anciens élèves de l'ACHEC, qui est donc le centre de haute étude de la construction et aussi fondateur du groupe SOCNA, vous voyez ici. Et nous avons Kautar Aouali, qui est ingénieur, qui a été formé à l'École nationale d'ingénieurs de Monastir en Tunisie et qui a fait un doctorat sur la récupération d'énergie vibratoire. Voilà, nous allons commencer la séance avec Hervé Lançon, puis on laissera la parole à Malik Leban et ensuite à Kautar Aouali. Tu veux dire quelque chose? Oui, juste 2 mots. Parmi cette conférence est également organisée avec les INSAliens, les ingénieurs INSA de Franche-Comté. Ok. Voilà. Parfait, merci. Une autre personne à remercier?
La chambre de commerce, non, c'est Oui, mais la c'est chambre bon. de commerce, on a dit, pavillon des sciences, voilà. Voilà, Et parfait. puis l'assistance et puis les conférenciers. Et à vous aussi, merci. Bien sûr. On va leur laisser la parole. À 21h30, je les arrêterai malheureusement pour laisser place aux questions-réponses. Voilà, je vous laisse donc... on change l'ordinateur. Voilà. Ah oui, une dernière chose. La séance est enregistrée et on espère pouvoir vous la retranscrire prochainement sur les réseaux. Voilà. Bien. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Celles et ceux qui sont venus voir ce sujet de la surveillance de santé structurelle, comme on l'a appelé là-dessus. Moi, je vais me présenter rapidement. Je vais d'abord me présenter dans un cadre qui est un peu particulier, qui est celui, et je me permets de faire un petit peu de pub, il n'y a pas de raison, celui d'un pôle de compétitivité, qui est un pôle national, qui rassemble les sujets de recherche et développement, qui est un creuset pour les projets de recherche, et qui rassemble en fait des clusters, dont un qui est EcorsTP, qui est un cluster Bourgogne-Franche-Comté, Indura, qui est le porteur en Rhône-Alpes, et l'IREX, qui est l'institut de recherche sur les travaux publics. J'en suis également administrateur et je suis au bureau d'Indura qui porte donc ce nouveau projet national. Il est là pour faire évoluer la filière des travaux publics, qui est un gros pourvoyeur, enfin en tout cas qui a une grosse part d'émissions carbone dans la construction. Et ces sujets d'émissions carbone dans la construction sont traités de façon diverse et sur différents axes, et en particulier, certains axes nous intéressent, y compris dans le fait de faire durer en sécurité nos infrastructures. Elle rassemble beaucoup d'adhérents, 250 entreprises, là je vous passe ça, et les 4 thèmes qui animent sont concevoir et construire en bas carbone, faire évoluer les infrastructures pour assurer la résilience des territoires, donc penser à adapter les infrastructures aux usages décarbonés et intégrer le numérique pour les infrastructures connectées et apprenantes. On est plutôt dans le dernier sujet par rapport à ce que je vais vous présenter. Bon, je fais cette pub-là parce que je pense que ça peut aussi faire adhérer certaines sociétés pour venir monter des projets dans ce creuset de recherche et développement. On a bien besoin aussi de changer certaines pratiques et venir apporter des solutions disruptives par rapport aux enjeux que nous avons devant nous. Voilà, ça c'est les sociétés qui sont là aujourd'hui. Je m'arrête là. Donc ça c'était la petite page de pub sur le sujet de ce pôle. Je commence. Donc là, je fais le malin, mais comme il y a des sportifs dans la salle, donc je sais que le viaduc de Millau, on peut courir dessus maintenant une fois tous les 2 ans. Donc ça vaut le coup d'y aller. Et quelqu'un m'a demandé si quand on courait dessus, ça pouvait le faire tomber. Ben, non, heureusement. Hein. Marché ou pas. Voilà. Donc mon parcours, IESF, INSA, donc moi je viens de Strasbourg, je suis école d'ingénieur à Strasbourg, dans une spécialité particulière qui est la topographie, géomètre topographe, hein, donc c'est comme ça que ça s'appelait quand j'en suis sorti en 85. Du coup, c'est une discipline qui finalement a comme finalité, si on enlève l'aspect foncier des choses, a comme finalité de faire des mesures justes avec des appareils faux. Hein, donc là, on va parler aussi de mesures et de surveillance, hein, puisque pour surveiller, il faut aussi être capable de caractériser avec beaucoup de précision. Je suis aussi donc... je passe le parcours, j'ai pas mis le chronomètre, il faudra m'arrêter. Je suis aussi donc à la tête d'une société qui regroupe aujourd'hui 2 sociétés qui sont Site et Vibratech, hein, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un groupe, hein, et une autre société qui s'appelle Cornis, qui est spécialisée dans l'inspection de pales d'éoliennes. On est une société
indépendante qui adresse de façon globale les enjeux de durabilité. Alors on dit les actifs structurels exceptionnels, ce qui veut dire les ouvrages et les équipements sensibles. Hein, donc tout ce qui mérite d'avoir une exploitation en toute sécurité et dans des conditions maîtrisées. Juste l'histoire, bon, ça c'est de la pub, hein, donc on va le passer, mais c'est les sociétés qui sont avec nous. J'ai dans la salle la chance d'avoir la directrice de la société Vibratech qui est là, qui elle est spécialisée dans les approches vibratoires et acoustiques des enjeux de surveillance, hein, ou de détection ou de réduction de nuisance. On en parlera aussi. Et nos domaines d'intervention, eh bien voilà, c'est à peu près tous ces domaines que je vous laisse voir en image. Je pense que je vais accélérer. L'ADN de la société est aussi de développer des outils, des méthodes innovantes pour justement apporter des solutions à ces enjeux qu'on vient d'évoquer. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais de quoi on parle? Alors là, j'avoue que l'auditoire m'est pas forcément familier, puisqu'en fait, et je m'adresse, j'imagine, à des hyper spécialistes et d'autres beaucoup plus généralistes et beaucoup plus, peut-être, qu'on dit grand public, entre guillemets. Donc, on va passer comme ça. En premier, les ouvrages de franchissement. Hein. Franchir, donc c'est les ouvrages d'art en général, qui comprennent les ponts, les viaducs, les passerelles, les ouvrages de soutènement. Alors les tunnels ne sont pas considérés comme des ouvrages d'art. Hein. Ça, c'est la classification. On aime bien en France tout bien classé. Hein. Donc, les bâtiments, alors je ne parlerai pas beaucoup de bâtiments, puisque j'ai des collègues derrière moi qui en parleront. Des bâtiments industriels, des bureaux, des commerces, enfin tout ce qui est construit. Alors, les bâtiments, en général, on va dire rapidement les trois systèmes de conception: système poteau-poutre, voile ou mur porteur, et maçonnerie. Voilà les trois sujets qu'on peut rencontrer. Comme j'ai dit, j'en parlerai pas plus, puisque Malik en parlera beaucoup mieux que moi. Les domaines, les ouvrages particuliers sur lesquels on travaille, eh bien, ce sont par exemple ces ouvrages emblématiques du nucléaire, qui ne sont pas nucléaires, puisque ce sont les tours de refroidissement, 200 mètres de haut, 18 cm d'épaisseur, enfin c'est à l'échelle, c'est une canette de coca, hein, donc il faut avoir ça un peu en tête. Alors sur le nucléaire, il y a bien entendu, on y reviendra peut-être, les enceintes nucléaires, hein, qui sont dans le nucléaire, le seul ouvrage qui n'est pas interchangeable. Hein. Donc celui-là, même quand on a prévu au départ de le concevoir, fabriquer pour 30 ans, aujourd'hui, on parle de 70 ans. Donc il faut quand même s'en occuper sérieusement. Les ouvrages de transport, aussi bien routiers, ferroviaires que maritimes, les barrages, etc. Des équipements sensibles, et c'est là qu'intervient le sujet souvent qui est important d'adresser, c'est-à-dire que si je prends un train qui roule sur un pont, si les voies sont abîmées, ça abîme le train. Hein. Mais si le train est abîmé, qui roule carré, ça abîme les voies. Donc on a un vrai sujet de traiter, non pas chacun dans son coin, la santé de ces éléments-là, mais au contraire de s'interroger sur les interfaces sol-structure qui sont essentielles pour l'intégrité de l'ensemble. Je profite aussi pour dire que la surveillance, elle s'intéresse aussi aux nuisances, hein, et pas qu'à la santé, mais aux nuisances que peuvent induire ces ouvrages et ces équipements qui roulent dessus. Typiquement, c'est la voie du tram qui fait un bruit terrible et qui réveille tout le quartier parce que les contacts entre la roue et le rail amènent des grincements insupportables. Ou encore, c'est une mobilette qui passe à 4 h du matin et qui réveille tout le quartier. Là, j'en profite pour dire que ça fait partie aussi des outils qui sont proposés, comme des radars de bruit ou des caméras acoustiques pour écouter les passages de train et être capable
de localiser avec précision l'origine du bruit sur la rame qui passe à 200 à l'heure. Alors, voilà. Là, je vais revenir sur pourquoi on surveille, pour quels enjeux. En général, c'est souvent pour quel est l'état de la structure, peut-elle être exploitée en toute sécurité, comment faire pour suivre son évolution, quelles sont les pathologies qui l'affectent, comment la maintenir en bon état, qu'elle assure sa durée de vie prévue, quelle est la durée de vie résiduelle de ma structure, comment adapter ma structure à des changements internes ou externes. Et là, il y a un sujet du temps long. Hein. On est vraiment sur des temps longs qui ne sont pas forcément des temps en lien avec, d'une part, les changements politiques, on va dire, mais aussi les évolutions technologiques qui vont très vite. Et puis aujourd'hui, le temps long, juste pour illustrer, ça vous me reprendrez si vous voulez, hein, mais c'est vrai qu'il y a seulement 40 ans, les ingénieurs voulaient gagner 2 heures pour aller à New York avec le Concorde. Et aujourd'hui, ça nous paraît un peu ridicule, puisque en fait, on a complètement modifié la façon de vivre, et on se retrouve aussi face à des enjeux de changement qui rendent encore plus ridicule cette époque. Alors, d'autres sujets, j'en ai parlé tout à l'heure. Le nucléaire, c'est un petit peu l'inverse. Hein. On a un programme nucléaire qu'il faut faire durer aujourd'hui. Heureusement, il est là, et ça fait partie des choses qui, là, correspondent vraiment à du temps long, y compris dans les décisions politiques. Donc, ça, alors, c'est intéressant comme approche, parce que, alors, je vais justement profiter de ça, parce que tout à l'heure, à 22h55, vous avez sur France 2 l'émission, enfin, vous avez, je crois, c'est Complément d'enquête qui est présenté, donc, dans lequel le sénateur qui a participé à la commission d'enquête liée à l'état du patrimoine des ponts français, donc cette campagne qui a eu lieu depuis plusieurs années. Donc vous pouvez voir ça à la télé sur France 2 tout à l'heure. Donc j'en parlerai pas. Mais je parlerai juste de ça parce que c'est juste l'illustration de finalement un ouvrage quel qu'il soit, mais finalement ça s'applique à un humain, on peut le prendre comme ça. Si en abscisse on a la courbe du temps, on nous redonnait la condition dans laquelle vit cet ouvrage, eh bien, il y a un point P. Les premières années, tout va bien, et il y a un point P à partir du moment où ça commence un petit peu à partir de travers. Hein. Donc, pour arriver en fait tranquillement au point F, où là, on est dans une condition dans laquelle l'exploitation n'est plus possible. Il faut intervenir, la sécurité n'est plus présente. D'où l'intérêt, si je clique au bon endroit, donc si je prends dans cet exemple-là, voilà, je me dis que mon ouvrage, pendant 10 ans, il est en bon état, et puis j'ai 20 ans et 30 ans, à bout de 30 ans, il faut que je recommence, il faut que je refasse des travaux importants, eh bien, avec une inspection tous les 5 ans, je vais pouvoir bien identifier le début où ça commence à mal se passer. Je peux avoir le temps de commencer à programmer, définir les travaux de réparation-restauration tranquillement, entre guillemets, et puis les faire avant d'arriver au point F, bien sûr, donc sans avoir arrêté la circulation, sans avoir arrêté l'exploitation, et puis faire des travaux qui vont assurer quelques années supplémentaires, c'est la partie en vert. Si par hasard, je me dis, si finalement je me dis, bah, c'est trop cher tous les 5 ans, je vais faire tous les 10 ans, eh bien, on se retrouve, tous les 15 ans, sur mon exemple, je me retrouve, j'ai un premier état à 15 ans, je ne me rends pas compte de grand-chose, hein, et puis à 30 ans, c'est trop tard. Voilà. Donc là, je fais des travaux en urgence et j'arrive sur une situation qui est là. Donc ça c'est ce qui drive, comme dirait un petit peu les périodicités. Par exemple, sur les ponts, l'instruction technique de 79, suite à la chute du pont à Tours l'année avant, je crois, était sur des périodicités de 5 ans. On est sur 5-6 ans aujourd'hui, avec des visites intermédiaires légères à 3 ans. Il ne faut pas oublier qu'avant, beaucoup d'ouvrages étaient habités. Petite remarque, alors pas les ponts, enfin si certains, mais des barrages, des écluses, des ouvrages qui étaient habités. Donc il y avait aussi une présence permanente qui
qui faisait que l'entretien courant était en permanence fait. Il n'a pas besoin d'être détecté par des inspections ou par quelconque investigation. Voilà. Alors, on parlait de changement extérieur aussi. Alors, bon, bien sûr, j'aime bien celui-là. Il y a les changements d'usage. En 20 ans, le nombre de voitures a doublé. Et puis les charges ont énormément doublé. Alors ça, ce tableau-là, si vous arrivez à lire, c'est des évolutions qui fait passer d'un cheval à 2 chevaux en passant par... voilà. Donc en fait, il y a certes, on a toute cette chronologie-là, et en fait, ça continue aujourd'hui parce qu'on est sur et on a des ponts qui sont des ponts où... Alors ça, c'est l'exemple du pont, c'est simple à comprendre, mais tout est dans cette augmentation. Les températures, ça, mais surtout les effets du changement climatique qui fait que les sollicitations sont fortes et donc les charges à prendre en compte sont plus fortes. Donc il y a inévitablement des impacts, sécheresse, cycle de retrait, gonflement, etc. Les règles de sécurité qui vont derrière aussi en même temps. Donc ça aussi, c'est des changements. L'aléa sismique qui reste aussi important. Voilà. Alors, la surveillance, c'est très très large. Donc là, j'ai essayé de vous dire pourquoi on surveille et puis quels sont les différents enjeux. Alors, les disciplines de la surveillance, ça, c'est un petit dessin pour dire qu'on peut faire cette analogie avec le médical. On va avoir ce qu'on appelle les inspections, qui peut être plutôt le côté médecin généraliste, et puis de façon assez simple, on va venir voir ce qui se passe, et puis éventuellement aller plus loin. Donc là, on va envoyer à la radio, on va toutes les investigations possibles pour aller voir les choses qui ne se voient pas directement à l'œil, pour aller évaluer. Et encore, on peut aller plus loin aujourd'hui, avoir une montre connectée, avoir des capteurs qui vont venir renseigner sur le comportement en temps plus ou moins réel, parce que bon, on a rarement quand même besoin d'avoir à la seconde près comment ça se passe, mais en tout cas, qui permettent d'avoir des séries temporelles importantes qui permettent d'en déduire des choses en interprétation assez pertinentes. Le but, c'est quand même de pouvoir dire est-ce qu'il faut faire des actions ou pas. De façon générale, le but, c'est pas simplement de prendre des mesures. Voilà. Alors, là, petit retour à l'école, mais alors, il y en a sûrement dans la salle qui vont être bien meilleurs que moi, donc on va faire attention. Donc, les pathologies qu'on cherche se sont adaptées forcément aux matériaux qui sont là. Les principaux dans la construction, dans les ouvrages, ce sont ceux-ci. On pourrait rajouter les composites, on pourrait rajouter un certain nombre d'autres ouvrages métalliques. Alors, je me concentre sur le béton et l'acier. Alors, petit quiz, même si vous avez rien pour voter. C'est pas un jeu, on gagne rien. Donc, quelle structure est généralement considérée comme la première construction majeure en béton au monde ? Eh ben, c'est le dôme du Panthéon à Rome, achevé en l'an 125. Donc tout le monde, peut-être... Enfin, c'est un ouvrage emblématique qui est, en tout cas à connaissance d'historiens, le plus vieil ouvrage en béton. C'est-à-dire une matrice de chaux et de sable et de gravillon. Alors c'était pas du ciment, c'était de la chaux. Voilà. Avec la particularité, c'est que le dôme du Panthéon, eh bien, il n'y a que des efforts de compression dans un dôme et qu'on n'est bien entendu pas sur des bétons armés qu'on verra tout à l'heure. Là, c'est un petit historique sur les choses. Donc le béton précontraint Eugène Frécinet en 1928, le BHP en 1980. Ça, c'est un peu l'histoire. Et puis les bétons fibrés qu'on connaît bien sur le Mucem et autres constructions comme ça. Ça, c'est l'évolution, on va dire, des éléments constitutifs côté béton. L'acier, alors là, je pense que je n'apprends rien à personne, mais finalement, c'est un matériau qui, pour la construction, a 2 périodes. Il y a avant 1970 et après. Donc on parle des aciers modernes à partir de 70, et il y a un vrai enjeu aussi de dire que aujourd'hui, tous les aciers avant 70, en général, on ne les réutilise pas. Là, par exemple, ça fait partie aussi des éléments sur lesquels on travaille, c'est qu'on peut
peut tout à fait avoir besoin de s'en servir et en revanche de les surveiller de près. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Tiens. Oui, les caractéristiques. Alors, ici, je crois que j'ai un petit truc. Quand on parle des valeurs, petite parenthèse, c'est vrai que... pardon. Attendez, j'ai un petit problème. Voilà. Donc la limite élastique, hein, c'est là la limite à partir de laquelle, quand on tire dessus, hein, il ne revient plus. Hein, pour faire simple, quand on dit qu'elle est de 250 MPa, hein, ça ne parle pas à grand monde, hein, mais on peut tout à fait dire que c'est 2,5 tonnes au centimètre carré, donc c'est 2,5 tonnes sur mon petit doigt. Hein. Aujourd'hui, les MPa, ils sont un petit peu toujours compliqués à avoir en ordre de grandeur, et l'ingénieur se doit de maîtriser les ordres de grandeur. Hein. Je crois que ça fait partie des fondamentaux. Petite parenthèse, donc isotrope, etc. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Le temps passe. Bon, quand est-ce qu'il va nous parler un peu de surveillance? Alors, là, les désordres du béton, il y en a des catalogues complets, et c'est à partir de ces catalogues et cette connaissance des interprétations qu'on essaye justement d'identifier quelle est finalement l'origine des premiers effets qu'on voit, qui sont les fissures, par exemple. Hein. Une fissure, ça vient d'où? En général, on se dit, c'est la première. Une fissure, ça a des conséquences, ça a des origines extrêmement diverses et variées, qui sont structurellement pas nécessairement un problème. Pour beaucoup, elles ne sont pas nécessairement un problème. Voilà, ça c'est... bon, c'est vrai que là, ça commence... mais on parle de la surveillance, et quand qu'on en parle. Donc, est-ce qu'il y a un peu des technos qui sont là-dedans? Alors, les premières choses, c'est l'inspection, comme je disais tout à l'heure, de type du médecin généraliste. Donc voilà un petit peu toutes les situations qu'on rencontre. Alors ça reste quand même basé sur un œil humain qui a la connaissance de comment ces matériaux se comportent et vient inspecter. On améliore grandement ces interventions-là par le recours à des outils numériques pour faire des saisies, mais ça reste quand même des éléments, des façons de faire qui sont quand même assez répandues. On a quelques outils à distance, parce qu'aujourd'hui, des enjeux même de sécurité peuvent induire le fait que, et même d'accessibilité, que c'est mieux de les faire à distance. Des outils qui roulent, qui volent, qui regardent de loin, qui regardent sous l'eau, qui regardent des choses qui tournent, comme les éoliennes. Et chaque fois, c'est cet outil d'inspecter, d'identifier et ensuite de pouvoir préconiser ce qu'il faut faire. Des exemples, alors tous les ouvrages que j'ai pris tout à l'heure pour venir à Belfort, voilà, vous avez tout le long de la route, hein, tout ça c'est inspecté. Enfin, tout ça, ça fait l'objet. Et j'en profite là pour faire un petit mot sur les interventions qui parfois nous gênent sur l'autoroute avec des cônes. Alors là, merci d'avoir la vigilance absolue pour tous ces gens qui travaillent là-dessus, parce que parfois on a l'impression que c'est des travaux qui durent, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, mais souvent c'est aussi simplement des inspections. Pour aller voir les appareils d'appui au milieu d'une travée, au milieu de la travée centrale, c'est toujours compliqué et c'est dangereux, c'est de plus en plus dangereux. Donc ça reste une grosse partie quand même des inspections courantes. On fait les mêmes choses sur les ouvrages du nucléaire. Donc un ouvrage, ça peut être aussi simplement un puisard. Le nucléaire a des enjeux beaucoup plus forts sur ce qu'on demande à l'infrastructure du génie civil. Hein. Alors, on a des fonctions de sûreté qui sont bien plus fortes que dans un ouvrage, puisque en fait, on est sur des règles de sûreté qui font que aucun contaminant ne doit sortir de l'enveloppe extérieure des ouvrages. Donc ça voilà. Bon, ben alors ça pour l'instant, on n'a toujours pas parlé beaucoup de techno. Alors en voilà une. On voit une qu'on a développée, qui est complètement la nôtre. C'est pour inspecter des tunnels.
L'enjeu, c'est aussi, dans les tunnels, le fait que le niveau de service de ces tunnels est de plus en plus élevé, et donc le temps pour aller inspecter dans les tunnels est de plus en plus réduit. Donc c'est un outil qui procède au relevé exhaustif de toute la voûte. C'est un outil léger, alors, parce qu'il y a des trains spécifiques qui sont là, mais pareil, un train d'inspection, ce sont des outils qui sont lourds. On développe des outils un peu légers qui permettent d'être déployés facilement. C'est même pas du rail route, c'est vraiment du léger, avec de la propulsion humaine. Hein. Je pense que le sport, c'est bon pour la santé, et qui est poussé à la vitesse de 5 km/h, et qui, si je vous montre, si le film démarre, voilà, qui de façon automatique nous prend des images à 360 degrés, devant, derrière, et qui permettent ensuite, par des traitements spécifiques, là il y a encore un petit film, parce qu'on va aussi pas uniquement sur les ouvrages, il y a même le son, vous voyez. Ça, ce sont des galeries de barrage, par exemple, hein, des galeries conduites forcées de barrage, pour aller au plus vite possible, limiter ça recommence. Et puis on fait les mêmes choses dans des puits d'accès, dans des choses un peu diverses et variées pour aller capter ces données. Qu'est-ce qu'on est capable de sortir avec ça? Alors là, c'est des traitements qui sont faits dans le cloud, avec des puissances de calcul qui sont très très grandes. Aujourd'hui, on arrive heureusement à traiter ça dans des temps qui sont très 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 courts, hein, pour... Alors je crois que c'est aussi un film. Alors si vous voyez, on peut... Donc ça, c'est une reconstitution complète, et on vient venir derrière. Alors manuellement, on peut aller chercher ces fissures, on peut aller voir tous les changements qu'il y a eu, toutes les anomalies qu'on a. Et là, quand on voit cette modification, c'est qu'en fait, on a superposé deux périodes, c'est-à-dire l'année N-1 et l'année en cours. Et on voit que, dans l'exemple là, voilà, une fissure qu'on ne voyait pas... alors je crois que ce n'est pas une année, c'est au moins 3 ou 5 ans. Mais on arrive à des outils de précision au pixel près qui nous permettent d'avoir ces précisions-là. Alors, on a d'autres exploitations de ces relevés, mais c'est des relevés à très haut rendement, où je parlais du cloud tout à l'heure, et aujourd'hui, sur lequel on fait travailler des algorithmes d'intelligence artificielle pour aller, dans un premier lieu, c'est pas tellement pour aller identifier les pathologies, mais c'est au moins identifier toutes les zones où il n'y en a pas. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile de le prendre dans ce sens-là que... on garde toujours le côté de l'expert qui vient lever le doute, ou en tout cas qualifier ou non ce que l'IA a trouvé. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que plus ça va, plus l'IA est apprenante et devient pertinente. On peut ensuite chercher à partir de ces relevés extrêmement détaillés, et avec par exemple, vous avez dû voir passer des relevés infrarouges. Le relevé infrarouge nous permet, en fait, si on regarde ici entre l'image de gauche et de droite, de surligner des zones d'humidité. On arrive à donc avoir une façon de mettre en évidence des défauts plus facilement. J'avance un petit peu. Voilà, ça par exemple, c'est... Alors, avec ce moyen-là, on a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, on met entre les mains de nos clients, on met les outils. Et puis c'est eux qui poussent le chariot. Hein. Comme ça, on peut envoyer le chariot en Chine. En l'occurrence, c'est en Chine. Alors en Chine, on ne sait pas pourquoi. Chez nous, on fait un relevé tous les 5 ans, mais ils nous les font faire tous les mois. Hein. Donc aujourd'hui, ils poussent le chariot tous les mois et ils nous envoient les données. On traite les données chez nous. Et ça, c'est quelque chose, je ne pensais pas qu'on aurait pu voir. C'est dans un tunnel TGV de Chine, où on a comme un timeline, on voit apparaître des fissures, en fait. Hein. Si on met mois le mois, on voit apparaître, on voit la naissance d'une fissure. Donc c'est voilà le type de livrable qu'on a et qui servent à énormément de choses. Ça, c'est un autre point. Alors on peut aller très loin là-dessus. Si je crois que c'est un film aussi. Ça, on a le rail aussi. Hein, donc
Donc là, si vous voyez bien, on peut repérer le boulon qui a bougé d'un état à l'autre. Voilà. Il y a eu un desserrement du boulon. Voilà. Donc ça, de façon automatique, on commence à avoir ces façons de pouvoir exploiter et finalement d'améliorer grandement ce truc-là, quoi. Voilà. Alors là, pour rire, ça c'est à Los Angeles, entre les stations, je ne sais plus, là où il y a toutes les stars, je ne me souviens plus de la station, Hollywood Boulevard, je crois, et je ne sais laquelle, où on a fait un essai. Mais le surveillant, il un petit peu... Il ne pouvait pas pousser, c'est le collègue qui poussait, et l'autre il était assis sur le chariot. Hein. Donc, il n'était pas léger, hein, le pauvre. Bon, maintenant, on fait la même chose sur des grands linéaires d'ouvrages comme ça. C'est en Arabie Saoudite où on va pouvoir, à grand rendement, venir inspecter les sous-faces de tablier, faire des choses qui jusque-là requièrent des moyens importants d'accès. Voilà pour ça. Bon, alors on n'a pas beaucoup parlé d'IA, on n'a pas vu de drone, je continue vite. Alors là, on change complètement. On est sur une paroi rocheuse, on a un gros bloc de plusieurs tonnes, il est 30 minutes. Ouais. Alors ça, c'est une surveillance c'est une courbe de déplacement du bloc, parce qu'on a un capteur qui nous envoie par radio, on est à plusieurs, qui nous envoie par radio des données toutes les heures. Et ça, c'est sur 8 années, ça va de 2011 à 2019. Alors, sur 8 années, qu'est-ce qui se passe en 2019? Alors, on a quelques millimètres, mais sur 8 ans, hein, il faut suivre pendant 8 ans. Et puis, le 11 novembre, c'est toujours un jour férié, on a une accélération brute du truc, et le bloc, il tombe. Heureusement, on a cette surveillance en ligne pour prévenir et neutraliser le chantier dans lequel c'est un chantier en dessous qui était le chantier sur le barrage de l'Ivay-Gavé. Bon, avec l'IA, justement, aujourd'hui, ce qu'on faisait il y a moins de 10 ans à la main, on essaie aujourd'hui de faire que ces comportements-là, on les identifie de façon automatique pour permettre que, au lieu d'être réveillé en pleine nuit le 11 novembre, on soit déjà dans des situations un peu plus fiables, en fait, hein, puisque c'est pas parce que ça bouge que ça va pas bien. Donc, avec l'intelligence artificielle appliquée à ces séries de données temporelles, j'ai peut-être pas le temps de passer là, vous avez déjà eu un sujet sur l'IA, mais là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser en fait l'IA pour l'apprentissage qu'on va avoir du comportement de ces capteurs pour lui apprendre des situations dans lesquelles il va pouvoir nous prévenir quand la courbe commence à être mauvaise. Hein, donc on peut prendre ça, il y a le deep learning, enfin je vais passer un petit peu là-dessus, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui on est en mesure, disons, d'avoir ce type. Alors je vais un peu vite. Voilà, typiquement, si on regarde ce qui se passe en mai 2018, ici c'est sur des données temporelles, on a un écart assez significatif entre ce qui est prédit et ce qui se passe réellement. Et là, on a une alarme qui nous prévient en nous disant attention, il y a quelque chose. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est sur un pont sur lequel on avait un camion en stationnement très lourd, mais c'était prévu, mais on ne le savait pas, qui est resté là très longtemps sur le pont. Je passe toutes ces courbes, les modèles aussi. Donc on l'applique, donc ça c'était l'exemple du pont de Bretonne avec des capteurs GPS, hein, où on a justement des possibilités d'extraire ça. Ici, Radès-la-Goulette en Tunisie, où on applique ces mêmes algorithmes pour aller chercher. Et l'idée, ce qui est important, c'est d'avoir de l'histoire, donc de l'historique. Hein. Donc on peut avoir de l'historique sur des données acquises par des moyens qui pourraient paraître un peu ancestraux, mais qui viennent quand même alimenter cette IA. Ça, c'est sur une barge au Congo. Bon, je vais passer ces exemples-là pour aller plus près de la fin. Voilà, ça c'est des projets de recherche. Alors, ici, il y a beaucoup d'éoliennes dans le coin, je m'arrêterai après là-dessus.
Les éoliennes, aujourd'hui, vous en avez beaucoup dans la région. Il y en a aussi beaucoup qui s'installent en mer. Celles-ci, c'est les éoliennes à base gravitaire qui sont installées sur le parc de Fécamp. Donc ça, c'est la base gravitaire qui va être installée au fond de l'eau et qui va être flottée au large. Je ne sais plus si j'ai passé déjà le truc, c'est toujours intéressant. Voilà, 71 éoliennes en 21 allers-retours entre Cherbourg et Fécamp. Donc ça s'est achevé en avril 2024. Celles-ci font partie de celles qui sont posées au fond. Hein, il y a plusieurs techniques. Et là-dessus, on vient y mettre des capteurs sur un certain nombre d'entre elles, pour suivre un peu le comportement qu'ont ces fondations gravitaires et avoir des éléments de connaissance sur leur vie. Sur les éoliennes, les pales d'éoliennes, ça fait partie aussi des éléments qui sont importants. On vient cette fois-ci avec des drones et de l'IA faire très rapidement des couvertures complètes de la pale. Hein. Donc là, il y a des temps aujourd'hui, en 35 minutes depuis le sol, en 20 minutes avec un drone, ou encore avec 10 minutes de temps d'inspection derrière, on arrive à avoir de façon automatisée, arriver sur un portail web, l'ensemble des défauts apparaissant sur toute la surface de cette pale. Dans ces pales, on va regarder aussi à l'intérieur, tout ce qui est la partie des membrures et autres renforts qui sont dedans, pour faire la même chose et proposer, encore une fois, aux clients les éléments à reprendre, à réparer et avancer. Là, je passe, et on pourra toujours éventuellement revenir dessus s'il y a des questions plus tard. La Tour Eiffel, le pont de Sully, je termine par celui-là. Il est récent. Le pont de Sully, c'est à Paris. Juste avant les Jeux Olympiques, un bateau qui s'encastre dedans, un bateau mouche un peu. Donc on est sur des ouvrages en fonte. Il y a 2 arcs qui partent. Là, vous voyez le grand trou béant. Et là, il y a la mise en place de surveillance renforcée. Ça, c'est vraiment une chose qui est mise en place tout de suite avec des risques que s'effondrent, des aciers, comme je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas du tout homogènes. Donc, en fait, on a sur ces risques de rupture un peu fragiles. Et là-dessus, il y a une campagne qui est mise en place avec des moyens divers et variés pour s'assurer que le pont, sous la charge, est bien conforme aux attentes. Voilà, toutes ces belles images. Et la Tour Eiffel, je termine là-dessus. Et on verra que la Tour Eiffel, quand elle est au repos, et que les anneaux olympiques ne l'embêtent pas trop, elle se déplace tranquillement de l'ordre de 150 mm. Quand en sollicitation, sans sollicitation. Voilà. Donc, merci de votre attention. J'ai fait très très vite. Ça ira, je pense. C'est tout bon. Voilà, je te laisse. Ça se rapprochera de l'autre côté, Alors, il t'arrive. Parfait. Eh ben, bonjour à tous. Je me permets de me présenter en 2 secondes pour aller un peu plus vite. Ah oui, dans le micro. Alors, j'ai tendance à beaucoup bouger, donc peut-être que ça serait un peu gênant. Voilà. Parfait. Impeccable. Donc, Malik Leban, je suis ingénieur structure et je ne veux pas trop m'étaler sur la carrière ou autre chose.
Parce que, voilà, on a affaire, pour faire simple, dans le domaine de l'ouvrage d'art que vient de présenter Hervé, à la Formule 1 de ce qui se fait dans le monitoring et puis dans la surveillance des ouvrages. Je vais plus vous parler de mon domaine, qui est le domaine du bâtiment, donc qui est un domaine que vous connaissez, je pense, tous. Et j'aimerais juste avoir un petit vote à main levée. Est-ce que l'un d'entre vous a eu affaire un jour, chez soi, à un sinistre, que ce soit un dégât des eaux, une fissure, Est-ce que vous avez appelé votre assureur un jour? À main levée. Là, on est à peu près à 80% de la salle. Ce qui correspond quasi systématiquement à ce que nous disent les assureurs. Et je vais vous faire un petit storytelling là-dessus, qui est la fondation en fait, de la société SOCNA, donc, que j'ai créée en 2015, qui est partie au départ du SOCNA jaune. Donc, mon métier de base, c'est le génie civil, donc l'ingénierie des structures. Et au tout départ, donc, on a commencé par faire des diagnostics des structures. Mon premier client, ça a été la MMA, qui m'avait mandaté pour un sinistre dans une structure en bois. C'était du côté de la Suisse. Bref, c'est une ferme en bois qui s'est effondrée. Et l'idée, c'était de trouver le pourquoi du comment. Ça a démarré de là. Des diagnostics de structure, à partir de là, les assureurs ont commencé à se passer le mot. Et les assureurs, si vous avez tous eu des sinistres, vous savez très bien qu'ils passent par des cabinets d'expertise. Des experts qui sont des experts en tout et en rien. Donc, ces experts en tout et en rien, souvent, quand ils arrivent à un cas critique, vont faire appel à ce qu'on appelle un sapiteur. Un sapiteur, c'est une personne qui est sachante dans un domaine. Ça peut être un sapiteur dans le nucléaire, ça peut être un sapiteur dans le sol, un sapiteur dans les structures bois, etc. Et donc ces sapiteurs, on fait appel généralement à des sapiteurs suivant le domaine précis du sinistre. Et le sinistre le plus général qu'on retrouve et qui coûte le plus cher, c'est très souvent les sinistres de fissures. On voit ici. Alors, je me suis permis de prendre un télémètre. Hop. Parce qu'au final, on voit mieux à l'écran. Donc, les fissures qu'on retrouve dans le bâtiment, c'est des fissures, comme disait Hervé, qui peuvent avoir de très très multiples causes. Et comme on ne sait pas d'où ça vient, très souvent, on va faire des hypothèses. Quand on commence à faire des hypothèses, on va se dire, tiens, ça bouge ici. Une fissure, en fait, elle a une seule cause. Une seule cause. C'est de la traction. Voilà. Une fissure, quand on se fait fissure dans ce sens, c'est qu'on va avoir une traction dans ce sens et une traction dans ce sens. Sur ce schéma, on sent bien que ça ne va pas être ce mur qui va se soulever. Donc c'est très probablement cette partie du mur qui est en train de tasser. Alors, on imagine bien. On a affaire à un public normalement assez averti. Donc généralement, ça descend. Et dans la construction de notre société, comme on est bureau d'études structure, on s'intéresse à la superstructure, donc tout ce qui se passe au-dessus, et on a souvent besoin de quelqu'un qui vient chercher ce qui se passe en dessous. Et donc ça s'appelle un géotechnicien, cette société-là. Donc pourquoi est-ce qu'on a fondé cette société? Tout simplement parce qu'on n'avait pas des délais de réactivité avec les confrères qui nous permettent en tout cas de conclure dans des délais plutôt raisonnables. Généralement, les appels, ils sont là 6 mois après. Donc ça nous embête un petit peu dans la méthode de construction. Donc on a fondé cette société de géotechnique qui vient, du coup, creuser, rechercher les fondations et chercher aussi une des causes probables du sinistre. Donc la fissure, c'est ce qui a amené le groupe SOCNA à se créer, donc entre la partie structurelle et la partie géotechnique, la fameuse interaction sol-structure, qu'on retrouve aussi bien dans des bâtiments neufs que dans des bâtiments anciens. La société de géotechnique a forcément derrière besoin d'un laboratoire. Donc au départ, on externalisait les essais, et puis de plus en plus, ça s'est fait en interne, donc les essais de sol, tout ce qui va toucher aux argiles gonflantes, c'est quelque chose peut-être qui vous parle. Et puis récemment, depuis 3 ans, la partie laboratoire a aussi intégré une bonne partie du matériel béton. On va faire des essais d'écrasement sur les bétons, de la traction sur de l'acier, des essais chimiques de chlorure, de recherche de sulfate, etc. Puis, à force de creuser, on touchait beaucoup de réseaux. Et on se faisait à chaque fois taper sur les doigts. Donc c'est pas faute de demander des plans de réseau à tout le monde, sauf qu'un plan, c'est très beau, très bien sur le papier, mais quand vous avez votre gars sur site qui est en train de taper à coups de pelle et qui fait -10 à l'extérieur, il n'a pas le plan devant lui.
Et en général, le plan, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le métier des réseaux enterrés, mais c'est un métier dans lequel la précision n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 3 classes. On appelle la classe A, B, C. La classe A, qui est la classe la plus précise, c'est plus ou moins 40 cm quand même. Vous avez un réseau, 40, 40. La classe B, c'est 1,50 m. La classe C, je ne vous en parle pas. Je préfère ne pas dire, pas vous donner le chiffre, parce que sinon vous allez... Donc, à un moment donné, quand on vient creuser au droit d'une fondation, on sent bien qu'on va être en interaction avec quelque chose. Donc, la société Socna Réseau est venue d'ici. Qui a commencé du coup à aller chercher ces réseaux enterrés, à les localiser pour faire du sondage. Donc on ne s'amusait pas à aller faire toutes les parcelles, mais c'était vraiment pour faire du sondage. Actuellement, Socna Réseau, en faisant pas mal de détection, s'est développé un peu plus dans la partie, alors on va dire géomètre, topo, tout ce qu'on veut, mais quand on localise des réseaux, on va utiliser des balises GPS pour avoir ce qu'on appelle un géoréférencement. On va poser des balises là où on va détecter un réseau, et puis on va le notifier sur une tablette pour dire voilà, ici j'ai un réseau électrique qui est à 40 cm et qui est exactement ici. Et on avance. Donc quand on fait ça, ça nous a mené doucement vers le fameux monitoring. Pourquoi du monitoring? Parce qu'en fait la société de réseau va pouvoir poser des cibles, va pouvoir poser des éléments qui vont entre guillemets surveiller ces fissures. Tout à l'heure vous avez vu une technologie assez avancée, sauf qu'avant d'arriver à cette technologie avancée, ce qu'on faisait c'est qu'on mettait juste du plâtre, et puis quand ça refissurait on disait tiens ça a refissuré, et on remettait du plâtre et on attendait, et on disait tiens ça refissure encore. Donc le suivi était très féodal. Aujourd'hui on arrive à se permettre des outils un peu plus technologiques. Bon, ça s'appelle des fissuromètres. Et c'est des fissuromètres qui sont, pour vous montrer un petit peu la taille que ça prend, c'est des fissuromètres qui ressemblent à ça, qui sont juste, en fait, ça permet juste de mesurer une déformation sur X millimètres dans le temps. Donc cet appareil-là est relié, comme disait Hervé, à un cloud. Donc ça envoie des informations qu'on va régler toutes les secondes, toutes les 20 minutes, toutes les heures. En gros, plus c'est lent et plus ça va durer dans le temps. Parce que la batterie, après, elle est cramée. Donc, si vous mettez toutes les secondes, au bout d'un an, vous n'avez plus de batterie. Alors, pourquoi ces appareils ont été très... on va dire, ont changé un petit peu notre façon de faire. C'est qu'avant, sur un bâtiment, quand vous êtes en centre-ville, c'est très bien d'aller quand on est à hauteur d'homme, mais quand on va utiliser des nacelles et on commence à aller chatouiller des châteaux d'eau, des ouvrages un peu hauts, c'est bien de placer un ouvrage une fois et puis le surveiller du sol. Donc ça nous permet d'avoir une certaine latitude, une certaine souplesse et puis surtout une réactivité qu'on n'avait pas avant. Là, ce matin, j'ai des collègues qui étaient sur un centre commercial dans lequel il y a des poutres qui sont un peu fléchies. Et l'idée, c'était de placer, alors pas ces ouvrages-là, mais pas ce matériel, mais plutôt des inclinomètres qui ressemblent à ça. Donc bon, là, il n'est pas vissé, mais ça ressemble à ça, et ça vient juste s'incliner. Donc en fait, c'est fixé à un support. Si le support bouge, ça va s'incliner, et ça nous envoie l'information que en tout cas, cet appareil-là, a bougé de X degrés. C'est du 0,01 degré. Mais on a cette information-là, qui, en fonction du besoin, va être traitée avec des seuils d'alerte. Donc on va lui dire, attention, si ça bouge de 0,02 degrés, sur telle longueur, ça équivaut à 3 mm. 3 mm, c'est mon seuil d'alerte. Alors là, pour le coup, c'est un vrai seuil d'alerte parce qu'on est sur des toitures à très faible pente. Aujourd'hui, quand on travaille des charpentes métalliques, les minimums réglementaires, c'est 3%. Pourquoi est-ce qu'on est à 3%? Parce qu'il y a 20 ans, on était à 2%. Parce que les assureurs, à force d'avoir des sinistres, ils ont dit, bon, augmentez maintenant les pentes. Voilà. Et donc les anciennes toitures à 2%, quand on construisait pas hyper bien, on était plutôt à 1, voire à 0. Et ce qui se passait, c'est que les ouvrages prenaient de la déformation, on a de la pluie, on a de la neige, ça s'accumule, ça descend, et il y a un effet itératif. Plus ça descend, plus ça se charge. Et plus ça continue à descendre. Donc là, on nous a appelés parce qu'il y a eu un sinistre. Voilà, dans le bâtiment, quand on vous appelle, c'est que c'est déjà tombé. C'est rare qu'on vous appelle en préventif comme dans les ouvrages d'art. Donc, on nous a appelés, on nous a dit, voilà, on a une partie qui est tombée, maintenant ce qu'on veut, c'est surveiller le reste. Pour être sûr que le carrefour ouvre le samedi. Voilà. C'est un peu le défi qu'on nous laisse.
Et donc cet appareil-là, comment on va s'en servir? En fait, on va dévier un petit peu sa fonction première, qui est de prendre des inclinaisons de mur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fixer à une poutre, et on va lui dire, si la poutre se déforme de X millimètres, eh ben, tu nous envoies un seuil d'alerte. Le seuil d'alerte, il est aussi donné tout de suite à la sécurité du centre, qui soit évacue le centre, soit est prévenu, parce qu'à 3 h du matin, moi, je ne vais pas me réveiller pour voir ce qui se passe. Donc, le centre est au courant, en tout cas, que le seuil d'alerte est dépassé, et donc va prendre les mesures, donc c'est évacuer le public, ou aller déneiger, tout bêtement. Monter au-dessus et puis déneiger. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre 2 seuils. Un premier seuil d'intervention et un deuxième seuil d'évacuation, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort en dessous. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne vais pas m'étaler sur les autres sociétés, c'est un centre de formation, et là, ça regroupe les autres, mais à l'international. Voilà, tout bêtement. Et on va commencer la présentation. Alors, quel est l'objectif du monitoring? On a un petit peu parlé. Donc, identifier les signes de fatigue et de dégradation des structures, assurer la sécurité des occupants, on en a parlé, optimiser les coûts. Alors, avant de parler de coûts de maintenance et puis de réparation, si vous avez déjà eu affaire à des assureurs, je pense que vous savez qu'ils essayent de minimiser le budget qui va être alloué. Donc, quand vous avez des fissures sur une maison, très souvent, que ce soit une maison ou autre chose, très souvent c'est dû à des extensions, à une hétérogénéité de la maison. Parce que si on a une coque de bateau homogène, tout va bouger en même temps et ça ne va pas fissurer. Par contre, un bâtiment, c'est tout le temps hétérogène et ça va bouger. Quand ça bouge, ça fissure. Ça provoque des tractions et des contraintes internes qui font que le bâtiment fissure. Et quand ça vient du sol, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a quelques années, il y a 20 ans, on nous disait la cote hors gel était à 80 cm, donc ancrez-vous à 80 cm. Depuis, on a découvert que l'argile pouvait gonfler ou se rétracter. Donc aujourd'hui, on dit qu'il faut aller s'ancrer à 1,50 m. Dans 3-4 ans, ça sera 1,60 m, puis 1,80 m, puis 2 m, parce que les sécheresses sont de plus en plus fortes, les inondations aussi. Et donc les sols se gorgent d'eau et ça fait bouger les structures. Sauf qu'aujourd'hui, une maison n'est pas forcément exposée pareil. On va avoir une partie qui est très exposée, une partie qui a un trottoir devant, une partie qui a un arbre qui vient protéger ça, une autre partie qui a un arbre avec des racines en dessous qui vient pomper au contraire l'eau. Donc tout ça, ça fait que la maison va bouger de façon différentielle. Mais l'expert, quand il arrive sur place, il dit tiens, la maison est là, la fissure est là, je répare ça. Je ne vais pas réparer le reste. Et nous, en tant que bureau d'études sachant, on dit mais c'est une connerie. Il faut tout fonder sur le même sol ou rien. Vous n'allez pas marcher un coup sur l'eau et puis un coup sur un truc sec, ça ne marchera pas. Donc en tant que bureau d'études, dès le départ, on va leur dire soit on fait par exemple un approfondissement de fondation, des micro-pieux. Alors des micro-pieux, vous voyez des pieux, c'est la même chose mais en tout petit. Donc on vient poser la maison sur des pilotis. Quand on pose la maison sur des pilotis, si l'assureur nous dit non, moi je ne traite que le garage parce que c'est ça qui a bougé, on sait pertinemment que quelques mois après ou quelques années après, ça va fissurer à côté. Et là, on va venir chercher nos assurances à nous. Donc là, on est bien emmerdé. Et comme les assureurs ont aussi des limites aussi pour rembourser en fait, ou pour en tout cas budgétiser les coûts des travaux, si votre maison coûte 200 000 € et qu'on leur dit il y en a pour 200 000 € de fondation, en général, ça va grincer des dents. Et c'est là où le monitoring rentre en jeu. Donc qu'est-ce qui se fait dans le monitoring? C'est dire, très bien, le sinistre est là, on va réparer cette zone, on est tous conscients que ça va bouger à côté, mais ce qu'on va faire, pour limiter ces mouvements, on va mettre en place du monitoring qui va faire en sorte, du coup, de surveiller toute cette partie de bâtiment. Si ça se met à bouger, on est tous au courant qu'on remet un billet dedans et on refait cette partie aussi en fondation. Et du coup, ça limite, en tout cas, ça optimise les coûts dans le temps. Un jour ou l'autre, il faudra le faire. En tout cas, on étale l'ouvrage. Comme disait Hervé tout à l'heure, chaque ouvrage, chaque bâtiment a une durée de vie. Il est construit pour, quand on travaille dans le béton, on sait qu'on construit pour 50 ans. C'est la durée normale d'un bâtiment. Sauf que, allez voir un bâtiment aujourd'hui qui a 50 ans et qui est démoli. Ça n'existe pas. Voilà, vous achetez une maison, vous n'allez pas vous dire attends, il y a des années 60, je ne la prends pas. Non, on la prend, c'est une maison de ville, on va rentrer dedans. On compte même pas les années en vrai dans le bâtiment.
Les seuls qui vont les compter, c'est les ingénieurs qui vont rentrer dedans, qui vont chercher des aciers, ils vont dire ce que c'est les années 70 ou pas. D'ailleurs, en parlant de ça, les anciens aciers, les aciers doux, ont quand même des propriétés qui nous intéressent des fois. Les aciers actuels qui sont de haute résistance, quand vous avez, je reviens sur la slide d'avant, quand vous avez des incendies qui se produisent dans les bâtiments, la première chose qu'ils nous demandent, c'est est-ce qu'on peut remarcher dessus ou pas? Donc la première des choses, c'est ça. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les aciers dedans sont toujours de bonne facture? Parce qu'un acier qui a pris un coup de chaud, il s'est dilaté, il est revenu ou pas à sa place, et est-ce qu'à ce moment-là, il a perdu de sa résistance ou pas? Et là, les anciens aciers étaient meilleurs que maintenant. Parce qu'ils se dilataient, ils revenaient, puis ils avaient toujours le 235 mégapascals. Alors que les aciers actuels, ils sont à 500, parce qu'ils sont écrouis, ils sont travaillés chez ArcelorMittal, pour ne pas les citer, c'est les seuls. Et quand ils sont travaillés, à partir du moment où ils sont exposés au feu, ils ne vont pas revenir à leurs 500 mégapascals actuels, mais ils vont revenir à leur état avant écrouissage. Donc ils vont revenir aux 235, ils vont perdre la moitié de leur résistance. Et tout ça, ça se surveille. Ça se surveille à partir du moment où on a... Enfin, ça se surveille. C'est quand on nous demande de surveiller. J'insiste bien là-dessus. Et dans le domaine du bâtiment, je rebondis un petit peu là-dessus, on va avoir ici à répondre à des normes et à des règles environnementales de plus en plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus écologique possible? Quand on parle des matériaux écologiques, vous pensez à quoi? Au bois. Le chanvre, voilà. Alors il y a les bétons bas carbone, bon je le dis, comme ça c'est dit. La paille, on va avoir un tas de choses. La paille, c'est un super exemple. La paille, c'est un matériau, ça reste un matériau, qui sert d'isolant, qui aujourd'hui est permis dans les constructions bois-paille. Alors paille pure en construction, ça se fait, mais ça reste très marginal. Par contre, la paille en tant qu'isolant dans une structure bois, ça se fait. Mais de la paille que vous enfermez dans un mur, c'est très bien, à partir du moment où ça respire. Si ça ne respire pas, si des coefficients SD là, qui se calculent en ayant un pare-vapeur, un pare-pluie, un tas de couches là-dedans, il y a des règles pro-paille de l'année 2012 qui sont très intéressantes là-dessus, ces complexes de bois-paille, si à un moment donné, on n'est pas capable de se dire à l'intérieur c'est humide ou c'est pas humide, et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va germer. Tout simplement, hein, c'est tout bête. Ça va germer, ça va pourrir, vous aurez des rats. Le bois derrière, une fois que c'est humide, va pourrir doucement, doucement, et la durée de vie de 50 ans, on va avoir du mal à l'obtenir. Donc c'est des beaux matériaux. Mais le matériau le plus écologique, c'est celui qu'on arrive à réutiliser, tout simplement. L'acier, pour moi, ça reste aussi le plus écologique, parce qu'on prend la Tour Eiffel, il est toujours là. On va prendre je prends un Dijon, parce que je viens de Dijon, le parc des expositions à Dijon a une super structure, la halle 1 qui est en arche de 80 mètres, en structure type Eiffel. Et la meilleure façon de rendre ça écologique, c'est de la conserver tout simplement. Donc pour la conserver, il faut la diagnostiquer, savoir, parce que très rare, aujourd'hui c'est quand même très rare, dans le bâtiment d'avoir des plans. Ça paraît tout bête, mais je défie, allez, pas tout le monde, mais 95% des personnes ici d'aller trouver des plans structure de vos maisons. Personne n'en a. Bon, je ne vais pas parler de moi parce que je les ai faits, mais en tout cas, les gens, de façon générale, quand ils vont signer chez le notaire, ils vont avoir des plans d'archi, ils vont avoir des plans avec des DPE, des machins, des diagnostics dans tous les sens, mais personne n'aura l'ossature de sa maison. C'est quand même fou. Comment est-ce que dans une ère de technologie actuelle, on arrive à tout simplement ne pas avoir la base de ce qu'on peut avoir? C'est la base, c'est notre ossature. Et cette ossature-là, via des technologies comme des ferroscans, des radars, des éléments aujourd'hui qu'on vient utiliser qui sont moins invasifs que de tout péter pour savoir ce qui se passe dedans, on arrive à reconstituer des structures. Aujourd'hui, pour passer un petit peu vite là-dessus, hop, je vais ça sur mon genou. On a parlé tout à l'heure de scan 3D des ouvrages. Voilà ce que c'est qu'un... Ah. Zut. Ça se passe comment?
c'est tout. Bon, je vais le débrancher. Vas-y. Je vais poser dessus. Je parle donc de scan 3D des ouvrages. De scan 3D, vous avez tous un jour navigué sur Google. Dans Google, vous avez Google Maps. Et Google Maps, quand vous rentrez sur une rue, vous avez Google Street. Google Street, c'est quoi? C'est une bagnole qui roule avec dessus une caméra qui tourne. Ça s'appelle un lidar. Et qui va prendre en photo toute la rue. Donc, Je ne sais pas. c'est peut-être ça. Est-ce que tu n'as pas mis un paramètre particulier? Je t'avoue que je connais. Non. Ok. Bon. Zut. Je vais juste retourner l'écran sinon, et puis on va voir sur le petit écran tous ensemble. Alors, j'en profite pendant ce temps. Oui, les deux côtés. Vas-y, continue. Oui. Alors ici, vous voyez un petit bonhomme avec ce fameux lidar ici à côté. Donc c'est un petit appareil qui ressemble à ça. Il y a 2, 3, 4 marques qui font ça. C'est essentiellement Leica et Faro qui sont des spécialistes de tout ce qui est outils de géomètre aussi. Ces scans 3D, aujourd'hui, c'est des véritables outils qu'on utilise pour aller chercher, surveiller les ouvrages. Quand je dis surveiller, c'est faire un état des lieux premier de la géométrie de l'ouvrage. Voilà. Ah, super. Merci. Donc, c'est un état des lieux 3D. Donc là, ce n'est pas issu d'images, c'est issu de ce qu'on appelle un nuage de points. Ah oui, c'est fait que je pose ça en fait. C'est issu d'un nuage de points. C'est-à-dire que l'appareil, quand il tourne... Ne touche plus ta souris. Ok, je touche plus la souris. Il te reste 5 minutes d'ailleurs. Pardon. Non, t'inquiète. L'appareil tourne et va envoyer des millions de points autour de lui. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est... Alors, mon PC portable n'est pas ultra puissant, donc ça n'affiche pas hyper bien. Mais en tout cas, c'est des points qui sont envoyés. Ce n'est pas de la photo. Et c'est important parce qu'en fait, ce que va faire l'appareil... Je n'ai pas touché. Ce que va faire l'appareil, c'est qu'il va recouper tous les points entre eux. À partir du moment où il a plus de 50% de points communs entre une station et une autre, il va les recoller. Et on fait comme ça le tour de la maison. On rentre à l'intérieur. Et derrière, on va avoir les épaisseurs de dalles, les complexes de murs, les épaisseurs de toiture, les... Ouais, c'est tout. J'y vais très vite, comme ça. Voilà. Hop, je fais tout de suite la manip, comme ça vous voyez ce que c'est. Je prends cette maison, je la coupe. Et là, en direct, je vais pouvoir aller, par exemple, je valide, hop, je vais mesurer mon épaisseur de dalle. Alors là, il me faudrait la souris, mais il faut la souris. Bon, c'est pas grave. Je suis désolée. On va faire sans. Donc, en gros, on peut... C'est pas grave, c'est pas grave. Vous aurez compris le principe. On manipule après l'ouvrage comme on veut. On monte, on descend, on va chercher par exemple... Alors là, on ne le voit pas, mais caché ici, il y a un petit vide sanitaire. Donc là, on va quand même l'avoir. Et en fait, on est en train de décortiquer notre bâtiment. Et on parlait tout à l'heure de sécurité. Au lieu de monter tout en haut avec mon mètre, ou mon télémètre, même si c'est très pratique, là, je suis au sol, où je monte un trépied à 5-6 mètres de hauteur, et il va mesurer à ma place. On va avoir ça, j'ai vu tout à l'heure une image d'un bâtiment industriel, sur des ponts roulants. Je vais avoir deux chemins de roulement dans un bâtiment industriel. L'industriel, qu'est-ce qu'il cherche? Et le fabricant de ponts roulants, c'est avoir un parallélisme très précis. Et aussi, on parlait tout à l'heure des rails, c'est exactement le même principe. Quand on a un chemin de roulement, c'est une poutre avec un petit tube dessus. Pour que le tube ne s'use pas, il faut que ce soit le plus droit possible. Et ça, normalement, ça se contrôle tout le temps. Donc, pour ne pas avoir à aller contrôler ça matin, midi et soir, on va monter ce scan à la bonne hauteur, il va prendre des mesures, on repart au bureau, on va le mettre dans la bécane, et on en sort avec des outils qui s'appellent par exemple 3DR et tout, qui vont donner des planéités. Et donc, on va créer un plan absolu, on va lui dire, tu nous donnes tous les écarts, en millimètres ou en centimètres, peu importe ce qu'on cherche comme valeur. Hervé dit un truc très juste, c'est qu'on utilise comment on appelle ça, des instruments, ou en tout cas des choses qui souvent sont fausses. Donc il faut être conscient de ça, il faut connaître les limites de notre matériel pour savoir à quel usage le destiner. Parce que le bâtiment, c'est pas de la robotique, on n'est pas dans le même monde. On ne va pas mesurer du nanomillimètre, on va être vraiment sur du centimètre, il faut être conscient de ça. Donc si je mesure ici ma dalle et qu'il me dit que c'est 25 cm,
je sais que c'est 25 plus ou moins 3 mm. Voilà, ça va être, on va en être là. Mais dans un calcul, c'est important de le savoir. Parce que si j'utilise ça pour aller mesurer de la charpente métallique type Eiffel avec de la cornière de 35 par 35 mm et 3,5 mm d'épaisseur, j'aurai jamais cette mesure. Ça va me donner un chiffre, mais il ne sera jamais bon. Donc je vais quand même l'utiliser pour avoir on va dire une idée générale du bâtiment. Ça va m'aider à le modéliser. Et puis derrière, je vais aller avec mon petit pied à coulisse. On va au contact des ouvrages parce que le contact reste ultra important. Et le plus important dans le monitoring et dans la surveillance, c'est l'ingénierie qu'il y a derrière. Parce que la donnée, c'est bien beau. C'est très bien d'avoir beaucoup de données, beaucoup de data là-dessus. Là, il y a un confrère qui vient de m'envoyer par téléphone des tableaux Excel qui sont gigantesques sur des accélérations. Il est actuellement sur la STEF à Chambéry qui stocke tout ce qui est raclette. Voilà, c'est la saison. Et en fait, ils ont eu des affaissements de dallage, donc sinistre, assurance, le dallage qui se pète la gueule. Et donc les racks qui portent plus de 200 tonnes par rack, c'est énorme. Si on a quelque chose qui s'affaisse et c'est des racks mobiles, ben en fait ces éléments-là peuvent faire tomber tout ce qui se passe dessus. Donc ce qu'ils veulent, et en collaboration avec le constructeur, on a défini des seuils d'accélération en disant qu'il ne faut pas dépasser tel seuil d'accélération, c'est 0,1 G, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc tous les racks sont motorisés et l'accélération est mesurée. Et puis on va passer à la suite. Excusez-moi de m'être étendu. Je vais donc passer la parole à Kautar, qui prendra le relais, pas sur ma maison. Voilà. Tu as la souris. Oui. Et je vais me remettre. Alors, je vais faire un peu plus vite. Bonsoir déjà à toutes et à tous. Je suis Kautar Awali, ingénieure recherche et développement et chef de projet chez Silmac. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Je vais vous présenter brièvement la société Silmac et les activités, son savoir-faire, et puis passer sur un sujet qui a démarré en mai 2024 sur la surveillance des ponts. Donc, la société Silmac, c'est un spin-off du CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Elle est basée à Besançon, créée depuis 2003, donc il fera en décembre 21 ans. On est une trentaine d'ingénieurs et techniciens. Alors, le savoir-faire, Silmac a vocation à inventer des technologies de rupture. Elle est déjà pionnière internationale dans la fabrication micromécanique MEMS sur silicium. Les MEMS sont Micro Electromechanical Systems. Donc on travaille que du silicium pour les parties MEMS. La société, elle conçoit, développe et fabrique 3 familles de produits. Les Power MEMS, les Chrono MEMS et My MEMS. Donc, en gros, les Power MEMS sont des micromoteurs. Ce sont des microsystèmes électrostatiques qui sont destinés à animer des mécanismes compacts, par exemple pour les instrumentations scientifiques, pour par exemple des objets connectés, pour des systèmes nomades, ainsi de suite. Cette technologie a reçu récemment le Micron d'or dans la catégorie composants micromécaniques. C'était en septembre 2024 et a reçu, entre parenthèses, le prestigieux prix du CES Las Vegas devant 20 000 participants. Le prix de
Best Award of Innovation. C'était dans la catégorie système embarqué. Merci. Merci. Le deuxième produit qui sera l'objet de cette présentation, c'est les chronomaps. Les chronomaps, ce sont des capteurs mécaniques qui ont pour objectif la surveillance et le contrôle de l'état de santé des structures. Et finalement, on a les produits, une famille qui s'appelle MyMEMS, et c'est plutôt la fabrication de composants en silicium à la demande. Donc tous ces produits-là sont protégés par plus de 200 brevets déposés à l'international. Et on a plus de 40 clients dans le militaire, dans le médical, l'aéronautique, ainsi de suite. Alors, le projet dont je vais vous parler, c'est CIRCAPAS. CIRCAPAS, c'est l'abréviation de surveillance des infrastructures routières par capteur passif. CILMAC a été retenu par l'État dans le cadre du programme France Relance, qui vise à booster, à pousser les industries vers l'indépendance totale dans le domaine technologique et énergétique. Alors, l'objectif de CIRCAPAS. Déjà, avant l'objectif, c'était quoi le contexte global? En 2019, le Sénat a publié un rapport qui a mis en évidence l'état des ponts en France. Donc, en quelques chiffres, en France, on a entre 200 et 250 000 ponts en service, dont 25 000 en mauvais état. Donc, il faut intervenir pour restaurer, puis à surveiller ces ponts-là. Le problème actuel, c'est qu'il n'existe pas de solution prévisionnelle qui repose sur l'instrumentation et qui permet de passer d'une approche curative à une approche préventive. Donc, l'objectif sera d'apporter une solution opérationnelle qui peut répondre à ce besoin d'avoir une surveillance préventive de ces ponts-là. Mais à plusieurs conditions, bien sûr, qu'on verra plus tard. Alors, pour répondre à ce cahier de charge, le projet CIRCAPAS a pour objectif de créer ces outils génériques-là à destination, d'une fois, les gestionnaires des ouvrages d'art et des inspecteurs de ces ouvrages d'art. Avec plusieurs conditions, il faut que ces capteurs-là, ou bien cette solution qu'on va proposer, il faut qu'elle soit facile à installer, qu'elle nécessite peu ou pas de maintenance, qu'elle soit fiable et robuste, et qu'elle soit sans énergie pour la partie comptage, détection et stockage des informations suite aux pathologies qu'on verra aussi plus tard. Donc, pour répondre à cela, disons qu'on a regroupé ce qu'on doit faire en 3 grandes catégories. La première sera, si je peux avoir le pointeur, oui. Le premier volet sera le développement d'une solution qui permet de détecter et comptabiliser les événements alarmants pour les structures. Le deuxième volet sera le monitoring réel de ça. Donc là, j'ai une structure, j'ai une solution qui a détecté l'événement, il faut la transmettre. Donc nous allons travailler sur, disons, la partie capteur connecté, donc la communication de l'information, et finalement sur l'interface que l'utilisateur, qui est le gestionnaire ou bien l'inspecteur, s'en servira plus tard. Pour répondre à tout cela, on a fait appel à nos capteurs chronomaps. Un chronomaps, c'est simple, le principe. Ce que vous voyez ici, c'est une structure d'un chronomaps à plusieurs cellules. Il est composé d'un corps d'épreuve qui, normalement, le choix de sa matière doit dépendre de la structure sur laquelle il sera installé, et de cellules ici en silicium qui sont micrométriques. Donc, le fonctionnement, comment ça se passe? Imaginons que ce capteur, il sera installé sur une structure. Vous voyez ici les poutres élastiques. Quand la structure, elle subit une déformation,
le cours d'épreuve va subir la même déformation. Bon, pas exactement, puisqu'il y aura le taux de transfert de la méthode de fixation. Et entre parenthèses, ce capteur, il peut être soit vissé, soit soudé, soit collé à la structure. Une fois que cette partie bouge, suite à la déformation de la structure, on a les petites puces ici, on a une petite poutre d'entraînement qui va venir avec des dents, qui va venir incrémenter une dent et faire tourner une roue. Sur cette roue, on a des gradations. Ça dépend de la taille de la roue. Par exemple, on peut avoir pour cette photo exactement, le pas de la roue, c'est 25 micromètres. Et donc, une fois que la structure voit un événement qui est équivalent à 25 micromètres, la dent d'entraînement va venir incrémenter une seule fois la roue. Si elle a vu par exemple 50 micromètres, elle va faire 2 fois l'incrémentation de cette roue-là. Ainsi de suite. Donc ça, c'est le volet comptage des capteurs Chronomems. On a un autre type de capteurs Chronomems qui sont les one-shot. C'est comme le nom indique. Les one-shot, ce sont des structures qui sont enclenchées une seule fois. Donc, elles peuvent servir dans le cas, par exemple, d'application là où il faut envoyer un signal d'alerte. Par exemple, là, il faut tout de suite arrêter l'utilisation de cette structure. Comment ça fonctionne? On a 2 principes. Soit le principe d'un fusible. Donc, on le dimensionne à un seuil bien défini. Dès que ça dépasse, ça vient casser la petite puce en silicium. C'est soit le même principe que des poutres. On dimensionne chaque seuil à une valeur exacte. Dès dépassement, on a la petite poutre ici qui dépasse la dent et qui reste là-bas. Donc les capteurs compteurs peuvent avoir, par des astuces mécaniques, la possibilité de compter des millions d'événements, alors que les capteurs one-shot, dès qu'ils sont enclenchés, il faut les remplacer. Donc c'est ça en gros le principe. L'avantage de ces capteurs, c'est que la partie comptage, détection et stockage d'informations sont totalement passifs. Donc pas besoin d'apport externe d'énergie, puisque ce capteur ne se réveille que lorsque un événement a eu lieu. Et donc on a une vigilance 24 sur 24, 7 jours sur 7, et pas de risque qu'on rate vraiment un événement. Et tout ça peut donner la conséquence immédiate, c'est qu'on est dans une approche low data. C'est-à-dire, par exemple, en comparant à des jauges, ça marche bien, mais le problème, c'est que les jauges, elles enregistrent en continu, quand il y a des événements ou pas. Donc on arrive à des téraoctets en des jours. Alors que pour ce capteur-là, on est vraiment dans une approche très discrète, là où on a très très peu d'événements, puisqu'on dimensionne chaque capteur à une valeur bien précise. Alors, pour cet appel à projet a créé des conditions pour fédérer un consortium qui sera en capacité de faire 3 choses. La première chose, c'est le développement de cette solution opérationnelle. La deuxième chose, c'est de la qualifier par des experts. Et finalement, de faciliter son adoption via la présence des gestionnaires d'ouvrages d'art. Et donc, on a créé ce consortium. Silmac est la chef de file dans ce projet-là. Elle sera la porteuse des solutions innovantes. Aya Engineering, c'est un bureau d'études qui va se concentrer sur la partie modélisation des ponts et la création d'un jumeau numérique générique pour les ponts. Le CEREMA, qui est le centre d'expertise technique pour les ouvrages, il va apporter son expertise du terrain et qui va nous accompagner dans l'installation de ces capteurs-là sur les structures. Et finalement, l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences technologiques. Ils vont apporter leur expertise dans la collecte et le transfert d'informations. Alors, oui ? Ok, je finis bientôt. Alors pour travailler, on a eu le soutien de 26 autoroutes et de 3 conseils départementaux qui sont la Loire-Atlantique, la Haute-Garonne et le Puy-de-Dôme. Ils ont mis à disposition 8 ponts de différents types. On voit ici les ponts armés, des ponts en béton armé, des ponts en béton précontraint, des ouvrages mixtes et un pont suspendu.
Donc le choix a été fait de sorte à avoir plusieurs types de ponts et couvrir plusieurs pathologies qui peuvent exister sur ces ponts-là. Et puisqu'on parle des pathologies, voici les pathologies qui ont été sélectionnées pour pouvoir pallier à travers ces capteurs-là. La première, c'est la fatigue. Et donc, on va devoir répondre à des questions de fatigue, de suivi d'endommagement des structures qui est remontée par quelques gestionnaires. La deuxième pathologie sera la détection et le suivi des ouvertures de joints et des fissures. La troisième pathologie sera la détection des surcharges et des véhicules non autorisés. Et finalement, la rupture de câbles et les chocs sur pile. Donc pour les trois premières pathologies, normalement c'est les capteurs Chronomems, Compteur et One-Shot qui seront utilisés. La dernière pathologie, les deux dernières qui sont la rupture de câbles et les chocs sur pile ou bien sur tablier, elle sera adressée par une catégorie de capteurs qui s'appelle GEMOS et c'est un détecteur de choc. Alors pour finir, en résumant, ce projet CIRCAPAS a pour objectif de proposer une réponse opérationnelle aux enjeux de la surveillance préventive en utilisant les capteurs Chronomems de CILMAC qui s'appuient tout simplement sur la déformation de la structure pour détecter et comptabiliser ces événements. Alors on est dans une approche event-based, donc on n'aura pas un gros volume de données à traiter. On a fait l'étude de comparaison entre des solutions existantes et ces capteurs-là sur 5 ans. Et on a vu qu'on a un impact environnemental énorme. Et donc, à titre indicatif, avec ces capteurs-là, nous sommes à moins 96% de dégagement de gaz. Et puisqu'on est dans une approche event-based, nous serons à moins de 99,9% de données en moins. Alors, immédiatement, l'impact économique est clair. Le coût de maintenance, il est vraiment très très faible, puisque dès que le capteur il est installé, on intervient que lorsque on va changer le one-shot qui a déjà envoyé un signal d'alerte. La transition au numérique, on est déjà là, puisque l'un des partenaires qui est Aya Ingénierie va travailler sur les jumeaux numériques, qui vont ils vont commencer par un jumeau numérique d'un pont et puis ils vont le généraliser aux autres structures. Et finalement, on fait tout ça pour garantir une sécurité des usagers et pour avoir une continuité du service et un trafic optimisé. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous trois pour ces magnifiques présentations. Je vais juste remettre la petite image et nous allons pouvoir passer aux fameuses questions-réponses. Est-ce que parmi vous, déjà, quelqu'un aurait envie de poser une question ? Je vais vous inviter d'abord à passer sur scène, de vous mettre à ma droite, comme ça ils vous verront et vous aurez la possibilité d'y répondre. Je vais vous laisser un micro pour vous trois et faire passer un micro dans l'assemblée. Alors, je vais juste... Voilà. Je te laisse plus garant du micro pour l'instant. Oui. J'aurais une question pour vous. Oui, dites-moi. Bonsoir. J'aurais une question pour vous. Oui. Vous venez de parler des capteurs. Et donc, alors sans énergie, donc ça j'ai un petit peu du mal à bien comprendre. Et puis alors, comment est-ce qu'on assure le monitoring et le relevé justement de ces capteurs ? Voilà. D'accord. Alors, quand on dit sans énergie, on parle vraiment de la fonction détection, comptage et stockage. Alors, le capteur, il est installé. Imaginons que ça... j'ai oublié les capteurs dans l'hôtel. Imaginons qu'on a ce capteur-là, il est installé sur la structure. Cette structure va subir une déformation. Il y a des puces MEMS qui sont installées sur le corps d'épreuve qui est en mécanique, qui est fait par la mécanique classique. Quand la structure elle va se déplacer, on a la dent que j'ai montrée qui va incrémenter cette roue. Et donc la roue elle est graduée. Imaginons qu'on a une roue de 1000 parts, 1000 dents, donc on aura de 0 jusqu'à 1000.
Et on vient lire sur le capteur avec plusieurs méthodes, soit par optique, soit par reconnaissance d'image, la valeur sur cette roue. Imaginons que, par exemple, on trouve sur cette roue que l'adon elle est face à la dent de la roue 750. C'est-à-dire que la structure a subi 750 événements de cette amplitude-là. Mais là, on imagine que cette roue a fait un tour complet. À cet instant, on a une perte d'information. Donc ce qui se passe, on ajoute des roues mémoire à côté, une ou bien deux selon la demande du client, et on peut, par cette astuce-là, avoir des millions d'événements. Donc la partie détection, comptage et stockage, quand je dis stockage, c'est-à-dire si on installe le capteur aujourd'hui, et on revient dans 5 ans pour voir, on va trouver l'information qui est stockée physiquement sur le capteur. Donc toute cette partie, elle est purement sans énergie. Alors pour transmettre cette information au gestionnaire, aux plateformes, on aura besoin d'une petite pile. Bon, il y a plusieurs méthodes. Si, par exemple, pour une application, on a installé ces capteurs-là pour des trains d'atterrissage des avions, et donc pour un avion, le train d'atterrissage il est accessible, c'est pas très difficile d'y accéder. Donc on arrive à réveiller le mécanisme avec une puce RFID. Donc on doit juste être proche de 2 mètres et on a sur l'écran cette information. Mais dans le cas des ponts, là où le gestionnaire veut avoir un suivi en continu, donc on ne fait pas cette méthode-là, ni la lecture optique, on passe par des réseaux LoRa. Donc il y aura un petit boîtier qui est attaché au capteur, qui lui, par des astuces électroniques, va venir lire l'information qui est sur le capteur, et il va lire entre autres l'indicateur, donc où la dent est exactement localisée par rapport aux gradations de chaque roue, la roue principale et les roues mémoire pour avoir plus d'événements. Et donc, dès que ce petit capteur a cette information, il la transmet via des réseaux LoRa par exemple aux plateformes des gestionnaires. Donc, quand on dit capteur sans énergie, c'est que pour la partie détection, comptage et stockage. Oui, la transmission de la donnée. La transmission, elle se fait par exactement. On pourra passer à la deuxième question. Oui, je te fais passer. Bonjour à tous. Alors moi merci déjà pour votre présentation. J'aurais une question pour le monsieur qui s'occupe des Formule 1 de l'analyse structurelle. J'ai beaucoup aimé la tournure. Alors déjà, j'ai été très content parce que dans la présentation, il y a mon projet, le TGV 2020, donc j'étais très content. Même si maintenant il s'appelle TGVL selon la SNCF. Par contre, j'aurais une question au niveau de tout ce qui est analyse des ponts et des structures des ouvrages d'art. Vous avez dit que les ouvrages d'art étaient surveillés, on va dire, tous les 5 ans, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ça dépend de l'ouvrage? Qui décide de cette périodicité de 5 ans? Et surtout, est-ce que, au final, j'imagine que ça représente combien de contrôle au cours de l'année, et comment est-ce que vous faites pour stocker et gérer tout ça? Alors, plusieurs questions. Comme je disais, là, on parle d'un programme national pont, d'ailleurs, qui finance ce projet-là, dans France Relance. Donc il y a le sujet du recensement complet de l'état des ponts qui a eu lieu, et celui-là il est fait forcément par un ensemble de sociétés. Mais enfin, la société, les exemples que j'ai donnés sont relatifs à une société de service qui est site, en l'occurrence, donc on est loin d'avoir un ensemble, nous, du parc national des ponts en surveillance. Donc déjà par rapport au volume de données. Ensuite, pour la périodicité, je vous évoquais le fait que maintenant on est plutôt sur 6 ans, sur les ponts on va dire de l'État, ou de ses collectivités. Sur la SNCF, on n'est pas tout à fait sur. Déjà, si on revient sur les ponts ferroviaires, on n'est pas sur le même référentiel de surveillance, même si c'est assez proche, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait dans la même chose. Les 6 années dont je parle, c'est la surveillance courante, pour les ouvrages qui sont
Après, on passe dans des surveillances renforcées quand on commence à avoir des pathologies particulières, donc les fréquences seront ajustées, c'est ce que j'ai essayé de montrer un peu tout à l'heure. Et puis on a normalement en complément avec des visites annuelles et des visites triennales qui font partie aussi de la panoplie de suivi normal de ces ouvrages. Pour les données, encore une fois, on parle d'inspection visuelle au départ, qui ne sont pas forcément faites avec des outils de captation de gros volumes. Donc en fait, ce n'est pas forcément des gros volumes. Ce qui est le plus de volume aujourd'hui sont les images qui sont conservées, parce qu'on fait tous des photos de tout, et donc c'est plutôt ça qui prend du volume, parce qu'après, les surveillances particulières de type renforcé avec de l'acquisition dynamique à plusieurs centaines de hertz ou autres, ça effectivement on va remplir beaucoup de données, donc ça reste des sujets plus particuliers. Je ne sais pas vous répondre sur le volume, mais c'est très dépendant. C'est très dépendant en fait de l'état d'ouvrage. Évidemment, plus il est surveillé, plus on va avoir de données à gérer. Et il y a un petit point particulier, je vous parlais là on a vu ça d'ailleurs sur cette présentation-là où on parle du rapport du Sénat. Je parlais tout à l'heure qu'il y a une mission tout à l'heure là-dessus. Il y a eu un grand programme sur les ponts d'État qui a consisté à justement identifier, on ne va pas dire des ouvrages orphelins, mais en fait entre toutes les collectivités, tous les ensembles et sous-ensembles de collectivités qui existent, et à un moment donné, à qui est cet ouvrage, qui a eu beaucoup aussi cet élément de recensement, à qui est la charge de ça. Donc ça fait partie, mine de rien, le recensement a déjà fait partie d'une activité forte ces dernières années pour s'assurer que la petite buse, parce qu'en fait, on parle de gros ouvrages comme Millau, mais il y a des petites buses de 50 cm qui peuvent arrêter une autoroute parce que c'est effondré. Donc on a ces ouvrages-là, ça fait partie du parc aussi. Donc il est énorme. Les chiffres, je ne les ai pas en tête, on en a vu là, mais vraiment ce rapport il est très intéressant, il est public et vous invite à le regarder. Oui, vous avez une question. Vous avez des bâtiments. Vous avez beaucoup parlé des bâtiments. Vous avez parlé de l'information des assurances. Est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait être le coût d'une instrumentation efficace d'un bâtiment par rapport au coût de sa construction pour bien suivre les déformations du bâtiment? Alors le coût d'instrumentation est juste négligeable par rapport à un coût non seulement du bâtiment, mais surtout de l'exploitation du bâtiment. Je vous parlais tout à l'heure d'un centre commercial. On imagine bien que fermer un samedi un centre commercial, c'est une catastrophe pour le centre. Donc aller mettre entre 1000 et 20 000 euros d'instrumentation suivant ce qu'on va aller chercher, par rapport à un chiffre d'affaires d'1,5 million sur un hypermarché, c'est quasiment dérisoire. Donc le coût est énorme derrière. Est-ce que vous pensez, vu le caractère un peu dérisoire du coût de l'instrumentation, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être imposé dans l'avenir? Non, parce qu'on est dans une économie libérale. Je vais vous donner un chiffre là-dessus, on a à peu près établi, alors pas sur le bâtiment, mais sur les ouvrages d'art. En fait, une instrumentation, là je parle d'instrumentation d'abord, un système minimal qui permet d'avoir des indications sur l'état de santé d'un ouvrage. On est sur l'ordre entre 1,5, enfin 0,15 et 0,3% du coût global de l'ouvrage neuf. Voilà. Ça coûte 400 euros. Voilà. Derrière, il y a un abonnement. Le sujet, c'est que c'est un coût récurrent, même comme les inspections, enfin, c'est quelque chose qui est un coût récurrent, puisqu'il faut bien aussi exploiter ça. Après, ce qu'il faut savoir dans le bâtiment, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, vous y compris, chacun va chercher l'économie partout. Donc le premier constructeur va tout d'abord ne pas faire d'études de sol. C'est ce qui se passait avant que la loi l'impose. Donc quand on a un coût d'une étude de sol qui est de 3 000 euros et qu'on risque un bâtiment qui fait 1 million derrière parce qu'on n'a pas fait d'études, vous comprenez qu'aller instrumenter un truc, c'est le dernier des soucis de tout le monde. Voilà. Sauf que le souci, ce n'est pas d'instrumenter, parce qu'aller poser des appareils, c'est facile à la portée de tout le monde, mais c'est l'ingénierie qu'il y a derrière. C'est aller traduire toutes ces données. Alors, certes, nous on parle de milliards de données, là c'est plutôt quelques dizaines ou centaines de données, mais peu importe. La donnée doit être traitée.
Et c'est ça qui est important derrière. Donc c'est trouver le prestataire qui va, ou en interne, mais c'est ultra rare, voire ça n'existe pas, c'est d'aller interpréter tout ça. Voilà. J'ai une question pour Kautar. Ce que tu as montré, les structures que tu surveilles, c'est surveillé depuis combien de temps? Surveillé depuis combien de temps? Oui, bon, il y a des structures qui ont déjà de l'instrumentation classique qui est en mise en place. Oui. Il y a des structures qui n'ont jamais été instrumentées par des instruments... Oui. C'est à titre préventif, c'est ça pardon? C'est à titre préventif. Exactement. Donc il y a des structures qui sont déjà pathologiques et d'autres qui sont saines, et il faut vraiment prévoir ces capteurs dans une approche préventive. Et ça fonctionne depuis combien de temps, ça 2 ans, 3 ans les capteurs? Oui. Entre 20 et 30 ans. Ah, oui. D'accord. Ça a été installé il y a combien de temps? Pardon? Ça a été installé il y a... Le capteur? Oui. Ah non, le projet il démarre en mai 2024. Donc il s'étale sur 3 ans. Donc l'installation normalement doit démarrer l'année prochaine, début d'année prochaine. D'accord. Ouais. Nous avons une question. J'ai une question à propos des barrages. Tous les barrages qui existent actuellement, les grands barrages qui ont été faits en général par EDF ou la Compagnie du Rhône, je suppose qu'ils sont surveillés depuis très longtemps. Par contre, il y a des barrages beaucoup plus petits, un peu à droite, à gauche. Ces dernières intempéries, on a montré des éléments. On en a un, par exemple, le barrage du Châtelot, qui est franco-suisse. On ne sait pas trop qui le gère, c'est mixte. Est-ce que vous êtes sollicité à ce sujet-là? Et est-ce que le contrôle du barrage va jusqu'à son fonctionnement? C'est-à-dire que, est-ce que le fonctionnement des vannes, des éléments, l'entretien des vannes et autres, est-ce que ça fait partie de ce qu'on peut vous demander? Et quand c'est des sociétés privées, qui peut obliger les personnes à avoir une surveillance correcte des éléments? Alors là, ça relève du décret Digue Barrage qui n'est pas très vieux, je pense qu'il a un peu plus de 10 ans, qui définit en fait l'ensemble des classes de barrages. Donc ça part de la digue, je ne sais plus si c'est 1,50 m ou 2 mètres, alors on est vraiment dans un domaine très très spécifique, mais on a des classes qui vont dépendre, qui vont dépendre du volume d'eau. C'est pas uniquement la hauteur, c'est le volume d'eau qui est derrière, bien sûr, par rapport au risque d'inondation, et pas au risque, et pas à la poussée qui est sur la digue, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est donc on a ces classes de barrage et de digues. Ça va des classes, les classes A qui sont les plus importantes en hauteur. Et donc, il y a une réglementation qui impose aux gestionnaires de faire ces contrôles-là dans le cadre de procédures qui sont complètement décrites. Donc, notamment par rapport aux organes de sécurité que vous évoquez sur la vidange, etc. Tout ça, ça fait partie notamment ça ne s'appelle pas des visites décennales, mais en tout cas, il y a des visites approfondies, des VTA, visites techniques approfondies, qui sont imposées, qui sont rendus obligatoires, qui doivent être faites par des organismes agréés, donc qui ont l'agrément, le fameux agrément digue et barrage, dans lequel s'est ajouté il n'y a pas longtemps les conduites forcées, qui n'étaient pas dans le scope, mais qui l'est aujourd'hui. Donc ça aussi, je vous invite à aller voir, c'est sur Internet, agrément digue et barrage, vous allez voir tout est... Juste avant votre question, un complément à ma réponse. Historiquement, le tout premier capteur Chronomems installé sur une structure, c'était en 2012, sur un pont flottant motorisé de l'armée de terre. C'est une structure qui permet de faire passer les chars, exactement, et il est toujours en service. Je vous en prie. Est-ce qu'on sait pourquoi le pont de Gênes s'est écroulé? Je me doutais qu'il allait y avoir cette question. Non, la réponse n'est pas vraie parce que, non, justement, j'ai passé là, sur la présentation à la fin
On surveille un pont qui s'appelle le pont Masséna à Paris, qui est sur le périphérique, qui est un pont à vent. Alors déjà, ce que je voudrais montrer, c'est que on a un pont à haubans. Un hauban, c'est quoi? C'est un ensemble de câbles composé, un ensemble de torons. C'est un câble composé de torons, lui-même composé de fils. Hein. Donc en fait, c'est ça qu'on surveille, en l'occurrence sur un pont comme Masséna, où on vient écouter la rupture du fil individuel quand elle se produit et qui génère donc un bruit, hein, donc qui génère une énergie qu'on récupère en acoustique et puis qui, avec le fait d'avoir des capteurs répartis sur l'ensemble des câbles, on arrive à localiser la rupture d'un brin. Et puis le fait d'avoir un brin, puis un autre brin, puis ensuite un autre brin, etc. Donc on a une espèce de connaissance un petit peu du vieillissement progressif de ce câble glace qui permet d'intervenir avant que d'un coup le câble y casse. Sans aller sur les causes profondes, sur le sujet, on a déjà une conception sur le pont Gênes où ce ne sont pas des câbles, ce sont des tirants, hein, c'est une barre pleine, unique, et il n'y a aucune redondance, ni aucune. Et en fait, si la barre casse d'un coup sur une rupture fragile, ce qui se passe, hein, donc, à un moment donné, et là, le pont tombe. Chez nous, on peut perdre des ducs au milieu, on peut perdre un certain nombre de haubans avant que ça tombe. Là, on va d'abord limiter le tonnage sur le pont avant qu'il soit tombé. Hein. Donc, on a ce côté-là, et je pense qu'il y a un petit côté, là, ça n'engage que moi, mais les années 70-80, d'ailleurs, on est aujourd'hui ici dans des âges où ces ponts-là ont tous posé des problèmes, parce qu'on s'est un peu lâché sur la conception, on peut tout faire, et puis le temps a passé, et pour aller dans des endroits complètement masqués qui n'ont pas été conçus pour être capables d'être respectables, d'être visitables. Voilà. Bon, tout à l'heure, dans ce que était montré juste avant, on a tous les câbles de pré-contraints dans les tabliers des ponts, on a chez nous, on a le plan Milturé, des ponts comme ça, sur lesquels les câbles sont rompus, ils sont remplacés. Mais c'est pas parce qu'un câble est rompu que le pont est par terre. Sur Yann, la conception fait que le pont est par terre. Je vais d'abord vous annoncer qu'on va prendre encore 2 questions, et ensuite on conclura. D'abord, sur le rôle de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas compris dans le cas il y a très peu de données, hein, dans le cas des capteurs. Donc, pourquoi vous avez besoin d'intelligence artificielle? Et dans les deux autres cas aussi, vous avez beaucoup de données, mais vous connaissez les modèles. Parce que vous parlez, vous savez pourquoi ils se cassent, à quel moment ça arrive. Et quel est le rôle de l'intelligence artificielle? Alors, j'ai peut-être mal exprimé, effectivement, mais ça a été un petit peu aussi repris tout à l'heure dans ce que vous appelez l'analyse. Pour nous, c'est pour avoir des seuils d'alerte ou d'alarme qui soient adaptatifs, c'est-à-dire qui ne soient pas simplement fixés une fois pour toutes, en fait, qui permettent de prendre en compte les conditions. Là, on prend les températures, les pressions, les niveaux d'eau. Enfin, il y a tout un ensemble de paramètres qui sont mesurés parallèlement, dans lesquels on essaie. On pourrait essayer de faire un modèle physique, mais on n'y arrive pas. Et là, alors que là, on va plutôt essayer de créer un métamodèle qui va s'alimenter de cet ensemble-là et créer des. Voilà, c'est avoir une forme de prédiction basée sur. Pour poser ces seuils et pour, comme je disais, fiabiliser les alertes, les alarmes. C'est ça la finalité, en tout cas, que nous on utilise, c'est pour interpréter de manière plus fine les données, parce qu'aujourd'hui, c'est des données temporelles on peut les traiter, on peut les rentrer. Alors, on parle beaucoup du géonumérique, mais quelque part, là, le géonumérique, ça va être le fait d'avoir un modèle physique, hein, sur des éléments dont on ne connaît pas la constitution complète, parce qu'on est sur un ouvrage en maçonnerie, ça peut être des ouvrages très avec de nombreux composants qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est là qu'on va utiliser ces capacités. Excusez-moi juste, c'est aussi utilisé dans le traitement d'images. Le traitement d'images à grande échelle par l'intelligence artificielle, à partir du moment où elle apprend
où le modèle apprend des expériences passées, mais de ce qu'on lui donne aussi, qu'on l'alimente, bah, il va savoir, typiquement, si je reprends la maison de tout à l'heure, je vais scanner l'ensemble, je vais avoir un ensemble d'images ensuite sur la totalité, et au lieu d'aller à l'œil nu reconnaître fissure par fissure, l'intelligence artificielle saura tracer toutes les fissures qu'elle détecte, tout bêtement. Et à partir de là, bah, ça pourra prédire des choses plus tard, mais pour le moment, ça va juste nous highlighter, nous montrer ces fissures qui vont être plus parlantes. Une fois que c'est dessiné, ben, on commence à sentir le mouvement du bâtiment. Voilà. C'est un exemple parmi... Voilà, sur les images, effectivement, je montrais ça sur la détection des pathologies, des défauts sur les éoliennes, ça marche 99,99%. C'est-à-dire que là-dessus, un impact de foudre, une détermination du composite, on s'est identifié avec quasi-certitude que c'est ça. Ça, c'est... Enfin, aujourd'hui, c'est utilisé en médecine, l'analogie, c'est clair qu'en médecine, on analyse d'imagerie, sans aujourd'hui avoir une fiabilité presque plus grande. Moi, on a fait des essais aussi pour rechercher, par exemple, on parlait de réseau, des avoisinants, des infleurants des réseaux. En fait, sur le bureau, on voit une petite forme, on arrive, en exploitant tous ces nuages de points, on arrive avec une grande fiabilité à dire là, il y a un tampon, qui est masqué sous le bureau, alors qu'à l'œil, en fait, on ne pourra pas le faire. C'est vraiment une puissance importante. Juste 2 secondes, Marie, pour répondre, monsieur, à votre question. C'est vrai qu'on est dans l'approche microdonnées, mais ce jumeau numérique, il sera alimenté par ces données-là. Par exemple, le capteur, il dira que la structure a subi 1000 événements de telle amplitude, mais le jumeau numérique va nous donner la réponse exacte de la structure entière sous l'effet de ces événements-là. Donc nous saurons exactement quel sera le comportement et où et quand intervenir exactement. Donc c'est pour ça, c'est ça l'avantage d'un jumeau numérique dans le cadre de cette classe. Merci. Est-ce que l'Assemblée a une dernière question pour les 3 intervenants ou on peut passer à la conclusion? Oui. Une dernière, parfait. Juste une question. Dans la surveillance que vous faites, actuellement quand même, il y a pas mal de secousses sismiques qui existent et il y a souvent des failles qui arrivent brutalement et c'est pas prévisible, si vous voulez. Alors est-ce que vous regardez un peu ce qui se passe du point de vue sismique, très localement? Alors, dans l'activité de surveillance et monitoring dans laquelle on met l'ensemble des capteurs qui permettent de remonter de la donnée, on a une spécialité très forte sur l'aléa sismique, puisque on a sur un catalogue des systèmes de détection de séisme qui sont là pour arrêter des exploitations sensibles. Voilà. Mais là, c'est pour arrêter, mais il y a un premier sujet, parce que c'est pas des séismes, d'ailleurs, il y en a pas mal dans le coin, il y en a régulièrement. Aujourd'hui, il y a de l'écoute microsismique sur des endroits assez permanents qui permet alors, à plusieurs choses. D'une part, de se servir de ça pour exciter et puis avoir des réponses de la structure et s'en servir pour évoluer son état de santé, ça se fait. Donc le séisme et le fait de secouer le câble, par exemple, ça revient à secouer un bâtiment dans son ensemble, avec une énergie qu'on ne pourrait pas déployer. Donc on s'en sert effectivement pour évaluer la santé du bâtiment. Et puis il y a le séisme, qui ne sera pas tolérable, ou en tout cas qui est suffisamment important pour qu'on vienne être capable d'enregistrer est-ce qu'il y a eu un dégât, est-ce que le niveau atteint, et là il y a des modélisations qui vont servir à ça, est-ce que le niveau atteint a atteint un petit peu la vulnérabilité du bâtiment. Si je peux juste permettre un dernier petit truc là-dessus sur le séisme et les bâtiments. Pour faire simple, le séisme, c'est comme la sécurité incendie, c'est une loi en France qui impose sur certaines régions l'Eurocode 8, l'application des textes. Et la philosophie générale des textes en sécurité, c'est la sécurité des personnes. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de morts ou de blessés dans les ouvrages.
Donc que le bâtiment fissure, casse ou autre chose, c'est un cas accidentel, on réparera, on paiera, mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait de mort là-dedans. C'est la seule philosophie de ces textes. Merci pour cette belle phase de conclusion. Je tenais à vous remercier, enfin on tenait à vous remercier. Paul, tiens, je te laisse la parole. Écoutez, donc au nom des ingénieurs INSA Franche-Comté, on est très heureux de votre conférence, d'avoir animé cette conférence, et on vous laisse un petit souvenir de la Franche-Comté. Très très sympa. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est de la cambriolage. Ce n'est pas de la cambriolage. Cette conférence n'aurait pas vu le jour sans la participation de l'IESF, le Festival de la Transition, la CCI et bien sûr les personnes qui nous financent, la mairie de Montbéliard, PMA et la ville de Belfort. Avant de reconclure et encore conclure, le bâtiment fait 23 heures, du coup il ne faudra pas trop... Il n'y est plus. Alors on avait prévu une interview, mais la journaliste ne peut plus venir à cause de raisons personnelles, malheureusement, mes excuses. Et merci aussi à l'assistante pour sa participation. Voilà.